L'âge de pierre ne s'est pas arrêté par manque de pierre. Pas plus que l'on a renoncé à la marine à voile parce que le vent est tombé. Rêveurs audacieux. Cette mise en perspective à destination de toutes celles et ceux qui, pris de vertige devant les mutations en cours, pensent que la fin est proche, est un cri d'optimisme offensif. Conspirateur positif. Il est temps de prendre au sérieux nos rêves et d'en faire une stratégie. Et si demain n'était pas foutu? Bonjour, je suis Mathieu Baudin, directeur de l'Institut des Futurs Souhaitables. Vous écoutez « Dites à l'avenir que nous arrivons », le podcast des éclaireurs de Canal+, consacré à l'ère du temps. Et pas n'importe lequel, puisque c'est celui qui vient. J'ai l'immense plaisir aujourd'hui de recevoir Karen Bastien, data journaliste, cofondatrice de l'agence We Do Data, ancienne journaliste de Libération. Bonjour Karen. Bonjour Mathieu. Et moi j'ai confiance en Karen. J'ai confiance en toi parce que, passionné par la complexité du monde, tu as cofondé le média Terra Eco pour mettre le développement durable à la portée de tous. C'était il y a longtemps. C'était bien avant beaucoup. Mais en faisant cela, tu as conforté une génération entière d'éclaireurs en leur montrant que peut-être ils contribuaient au sens de l'histoire. J'ai confiance en toi parce que aujourd'hui, dans tes nouvelles aventures mêlant data journalisme et data design, tu t'attaches toujours à choisir tes projets parmi les nombreuses sollicitations qui vous arrivent à We Do Data. Tu veux rester petite, artisane, avec le souci de l'impact et celui de toujours mettre le beau au service de l'utile. J'ai confiance en toi, Karen, parce que je sais que lorsqu'on te demande d'être marraine, même honorée, tu refuses, car tu souhaites t'occuper bien de tes filleuls que tu as déjà. La première question que j'aimerais poser aujourd'hui avec toi, et d'une manière générale avec toutes celles et ceux qui nous feront le plaisir de converser ensemble, c'est comment tu ressens l'époque ? Après une telle introduction, le mot de confiance forcément me parle beaucoup. Aujourd'hui, on est une journée un peu particulière, alors c'est un podcast, donc je ne sais pas quand est-ce que vous allez l'écouter, mais le fait est qu'hier soir, un hommage national a été rendu à un professeur. Je suis déjà émue un peu quand j'en parle. Les enseignants ont beaucoup compté pour moi, et ça me touche beaucoup qu'on puisse plus avoir confiance quand on va à l'école, quand on en sort, quand on transmet, parce que c'est une clé essentielle. Ça a fait que moi, fille de boulanger, je suis devenue journaliste parce qu'il y a un enseignant un jour qui nous a fait faire une rédaction et il m'a dit « Toi, tu pourrais être journaliste ». Et tout d'un coup, il m'a mis en tête une graine que j'ai fait grandir et qui fait que je suis ce que je suis, avec le petit mot data en plus, mais on aura le temps d'en parler. Et du coup, oui, cette époque où la confiance n'est plus là, entre nous, à plein de niveaux. Tu as parlé des médias, mais la politique, de la science. C'est forcément un moment qui me touche, puisque aujourd'hui, dans ce monde où j'essaye d'apporter de la narration, des histoires, autour d'un truc où on se dit mais il n'y a pas d'histoire, c'est des datas, des données, des statistiques. Comment il peut y avoir des histoires dans ces chiffres ? Et moi, c'est ce qui me passionne. Et je dois me rendre compte que ces datas, on l'a vu à travers cette pandémie qu'on vit encore, on en a eu plein. Je pense que vous n'en avez jamais autant vu. Et malgré tout, avec toutes leurs imperfections, on pourra en parler aussi, on n'a jamais vu autant de défiance par rapport à la médecine, à la science en train de se faire, aux politiques, aux décisions politiques. Et tout d'un coup, je me dis, mais comment on avance alors qu'on a énormément de faits et énormément de défiance par rapport à ces faits. Donc forcément, c'est très troublant. Et puis tout d'un coup, j'essaye de voir le positif, parce que c'est ce que j'essaye de garder tout le temps. Et en même temps, on n'a jamais vu autant de gens s'intéresser au R0. On n'a jamais vu autant de gens s'intéresser à comment on construisait ces indicateurs, en les critiquant. Et c'est ça que je trouve sain. Justement, la data, c'est quelque chose dont qu'on doit prendre en compte, mais qu'on doit déconstruire aussi. Ce n'est pas un truc qui est tombé du ciel, ce n'est pas une vérité. Et c'est ça que j'essaye vraiment
poursuivre dans ce travail, c'est que la narration de données, c'est surtout une narration de choses politiques. Une data, ça n'est pas juste un chiffre comme ça. Il a été construit par des gens, il a été mesuré par des gens, il a été décidé par des gens même. Et donc c'est tout cet aspect-là qui m'intéresse. Et donc dans l'époque dont tu me parles, forcément, ça me touche beaucoup de voir cette défiance s'attaquer également aux chiffres. Moi, je veux pas de la défiance par rapport aux chiffres, je veux de l'esprit critique par rapport aux chiffres. Je ne trahis pas de secret en disant que tous les deux, on est des enfants du XXe siècle. On est nés dans un temps où on avait encore le temps de l'oisiveté. On a vu tous les deux arriver le numérique, l'ordinateur. On a eu la chance d'avoir un temps avant. Je me rappelle qu'au XXe siècle, quand c'était marqué dans les journaux, c'est que c'était vrai. À partir de quand, selon toi, et surtout à la faveur de quoi, maintenant, quand c'est marqué dans les journaux, c'est plus nécessairement, en tout cas le ressenti, c'est plus nécessairement que c'est vrai. Oui, c'est vrai qu'on parle d'une époque où quand c'était dit dans les journaux, comme tu le dis, c'était dit dans le journal papier, pour beaucoup. Et je pense que ce principe d'une information qui a été élaborée, écrite, vérifiée, sourcée, puis ensuite publiée et que tu découvrais souvent le lendemain, on retrouvait ce temps, en fait, ce temps pour lire l'information. Et il est clair que moi qui suis une grande fan du web, qui était dans les premières à avoir ma connexion AOL hyper chère à 60 heures par mois, voilà, les gens, certains comprendront. Ce web n'était pas illimité, mais ce web nous a apporté le live, nous a apporté plein de canaux de diffusion, ce qui nous, en termes de médias, a été vraiment assez extraordinaire, de se dire qu'on pouvait publier des histoires par écrit, en photo, en vidéo, ça nous ouvrait des formats de narration, donc voilà. Mais ça nous a aussi ouvert peut-être un manque de temps. Il fallait publier vite. Donc effectivement, certaines erreurs ont été assez dramatiques pour la profession, par ce souci d'aller trop vite. Et puis après, les réseaux sociaux. Et je pense que c'est également beaucoup dans l'actualité aujourd'hui, mais les réseaux sociaux, par le fait qu'ils ouvraient aussi de nouveaux canaux de diffusion, d'informations diffusées par des médias et plein de gens, tout ça a fait un maelstrom de choses où tout d'un coup, qui croire ceux qui confortaient ces a priori, c'est apparemment ce que le cerveau humain aime bien. J'aime bien aller vers des gens qui croient exactement comme moi. Et donc du coup, c'est vrai que ça a perturbé et ça continue de miner pas mal de nos débats, et journalistiques et donc démocratiques. Donc pour toi, c'est la célérité, la vitesse qui a transformé ton métier. Parce que pourquoi vous deviez nécessairement répondre à la vitesse de l'époque? Pourquoi justement, comme l'instituteur dont tu as parlé, l'école c'est le dernier peut-être endroit où on prend du temps, pourquoi vous avez cédé à l'accélération? Parce que tout d'un coup, je pense que, je prends une comparaison qui n'a peut-être pas de sens, mais c'est une route départementale, puis d'un coup tu as une autoroute, alors tu accélères. Je pense que le tuyau qui nous était offert nous a incité à aller vite, parce que tout d'un coup on se disait, mais à tout moment en fait, on ne peut pas publier, et puis d'un coup, les gens vont regarder l'info. S'ils la regardent dans X heures, et nous, en fait, on n'a pas changé la home de notre site, il va se dire, c'est quoi ce média, quoi? Il est à la ramasse, il est lent. Et finalement, cette notion du temps n'était pas vue d'une façon positive. Et nous, on a cédé à ça, voilà, parce qu'on a voulu être dans l'ère du temps, qui était le temps et qui est encore énormément le temps du live, le temps de l'instantané. Et puis on est dans un monde où je pense qu'on a aussi une exigence certaine. On appuie sur ce téléphone et en un coup de pouce, on a la météo, le dernier cours de bourse, la dernière info. Donc on a tout de suite. Donc je pense que ce serait quasiment incompréhensible pour un lecteur de se dire mais je clique et je n'ai pas l'info immédiatement. Donc ça a été un mélange de contexte technologique, sociétal et une attente et quasiment une addiction qu'on a aujourd'hui à ce live. Alors l'addiction, on va y revenir, mais
On aurait pu aussi imaginer, en tout cas moi c'est comme ça que je l'ai pris au début, que ça permettrait, cette autoroute de l'information, de rentrer en profondeur sur les sujets, puisque de connexion en connexion, on pouvait aller au fond des choses. Si Diderot et d'Alembert, les encyclopédistes, étaient revenus dans notre époque, ils auraient certainement kiffé notre époque. Ils auraient aimé pouvoir aller voir dans les bibliothèques araméennes quasi in situ, parce qu'on aurait scanné en 3D peut-être même les manuscrits anciens. Donc il y a quelque chose on a préféré la vitesse à la profondeur, et moi j'aimerais savoir... Parce que c'est pas que dans les médias. On voit bien que dans la finance, c'est pareil. On voit bien que l'accélération du temps, elle a été décidée. Et je me demande si elle a été décidée par un humain ou si c'est la technologie qui nous a embarqués dans un emballement. De toute façon, il n'y a pas un humain. Je pense qu'il y a une période. Il y a aussi sûrement le phénomène de la globalisation, la mondialisation. C'est-à-dire qu'à un instant T, tu as raison sur la profondeur. On peut savoir tout, partout, et en plus en live. Donc c'est un peu la cerise sur le gâteau. Après, la profondeur, c'est vrai que là, j'en ai pas parlé parce qu'on a beaucoup plus insisté sur la question de l'accélération. Mais je pense qu'une des plus grandes réussites du web, c'est aussi Wikipédia. C'est-à-dire, tu parles de l'encyclopédie de Diderot et d'Alembert, mais on a aujourd'hui, et jamais ça n'était arrivé dans l'histoire de l'humanité, des millions de gens qui contribuent à créer du savoir de façon collaborative, désintéressée, bénévole. Voilà. Et même si Wikipédia peut avoir des imperfections, il faut quand même reconnaître que jamais on n'avait vu une œuvre collaborative aussi vaste. Et c'est ça aussi, Internet. Donc il ne faut pas... on est parti sur les choses un peu négatives de ce média et ce médium sur lequel je suis beaucoup, et nous, médias, on est beaucoup. Mais il y a quand même aussi des choses extraordinaires d'accessibilité à la BNF, à toutes les bibliothèques du monde aussi, des œuvres photographiques, des œuvres vidéo. Donc c'est aussi ça. Et donc c'est peut-être là où on peut avoir plus de frustration, de se dire que tout ça existe sur Internet, et peut-être que notre cerveau reste quand même attiré par la dernière news, un petit peu à scandale, alors qu'il y a tout ça aussi sur les étagères du web. Alors peut-être notre cerveau reptilien ou la partie du cerveau qui n'est pas le préfrontal, mais peut-être que c'est des designers aussi. C'est des designers qui nous invitent subtilement, on va dire, pour pas dire autrement, à cette accélération, à ce côté casino. Social Dilemma, qu'on a traduit en français par derrière nos écrans de fumée, nous a montré quand même quelque chose qu'on intuitait, mais ils ont mis des mots dessus, et en plus fait par des repentis, c'est toujours plus sympa. C'est-à-dire que le temps de cerveau disponible dont on avait parlé fut un temps, l'attention est devenue l'or du 21e siècle. Et des gens travaillent à capter notre attention pour pouvoir la vendre à celles et ceux qui aimeraient bien l'occuper. Donc il n'y a pas que aussi notre facilité ou notre tropisme, il y a aussi quelque chose de l'ordre de la technologie. Et cette technologie, elle est basée sur des données, et des données en plus que nous, on donne. Oui, tu as raison, c'est le grand paradoxe, c'est que finalement, on crée finalement les outils pour se tirer des balles dans le pied du cerveau, quoi. Je ne sais pas comment le dire autrement. Puisqu'effectivement, tout ça, c'est des humains qui le pensent, qui utilisent leur grande intelligence de savoir. Tu parles de design, effectivement. Nous, on parle beaucoup de design d'information. Là, c'est vrai que les plateformes mettent en place... alors, ce qu'on appelle design, peut-être pour beaucoup, vous voyez des formes, des objets. Le design, c'est aussi la façon dont on va créer des expériences interactives qui vont faire qu'on va cliquer sur tel ou tel bouton, ou on va mettre des likes partout. Tout ça, c'est aussi du design, effectivement. Design d'information, design de l'attention. Donc c'est fou qu'on en soit arrivé là. Et effectivement, tout ça va participer au fait que nous allons fournir des données à chacune de nos interactions avec notre écran, à chaque clic, à chaque like, à chaque forward, à chaque partage. On transmet une information sur qui on est à ces plateformes. Et c'est vrai que régulièrement, quand je forme des jeunes, journalistes pour beaucoup, qui sont pourtant quand même des gens qui soit sont sur un parcours où ils sont encore au lycée ou sont déjà en école de journalisme, je leur dis cette phrase tout simple, je leur dis, mais vous le savez, hein, quand c'est gratuit, c'est vous le produit. Et là, je me rends compte que beaucoup, en fait, finalement, cette phrase sonne comme une révélation.
Et c'est vrai que c'est un peu... ça me perturbe pas mal de me dire que voilà, ces jeunes continuent à ne pas s'en rendre compte. Alors je dis ces jeunes parce que là je vous parle d'un public en particulier, mais cela vaut pour tout le monde. C'est qu'effectivement, il n'y a pas de gratuité. Elle est fausse, cette gratuité. On fournit de la donnée, cette donnée a une valeur. C'est vraiment un or incroyable qui aide à effectivement cibler les publicités, à faire tout un tas de choses qui vont nous engager vers des actes parfois de consommation ou de partage et parfois effectivement à amplifier des bulles autour de nous d'informations qui vont déformer finalement la réalité du monde. Nous sommes devenus des consommables. Nos données sont la matière pour nous faire battre, finalement. Et justement, ce que tu proposes quand on te pose la question de ce qu'il faudrait, ou ce qu'il faut développer en fonction des velléités que vous voulez à rentrer dans l'époque, eh bien toi, c'est justement, puisque c'est devenu un enjeu démocratique, la question des données, j'imagine que mieux comprendre est un enjeu de base. Comment aussi on les donne, parce que des fois on est dupe de ça, mais des fois on ne le sait pas. Enfin, moi personnellement, je ne sais pas à quel moment ma géolocalisation est activée. D'ailleurs, c'est une hygiène que je devrais avoir. Et donc, toi, ton idée dans CQFD, donc ce qu'il faut ou ce qu'il faudrait développer en fonction des velléités qu'on a à rentrer dans l'époque, c'est une formation citoyenne aux data. Oui, tout à fait. J'essaye de rappeler en fait à tout le monde que les datas, ça n'est pas juste le résultat d'un théorème de Pythagore, d'un truc euclidien ou autre terme scientifique. C'est un chiffre, souvent, un indicateur, dont il faut savoir qu'il a été créé, là encore, par des hommes. Il peut avoir été mesuré par des machines, mais ensuite calculé, construit, assemblé par des humains. Et donc, finalement, la data, c'est une construction humaine. Et à partir du moment où il y a de l'humain dans l'histoire, pour moi, il y a de la citoyenneté, il y a de la politique, et il y a de la déconstruction possible. Et quand je parle de formation citoyenne à la data, c'est parce que je pense qu'en tant que citoyen, tout d'un coup, quand on voit un nouvel indicateur apparaître, pour moi, on ne devrait pas le prendre pour argent comptant. L'idée n'est pas de critiquer pour critiquer, mais en fait d'avoir à chaque fois un esprit critique, se dire mais qui a construit ça ? Qui a financé ça ? Pour faire quoi, en fait ? Alors, il y a le grand débat qui est maintenant assez ancien, mais qui reste toujours d'actualité. Le PIB, produit intérieur brut. Le produit intérieur brut. Voilà. On nous dit qu'il faut qu'il augmente chaque année. C'est hyper important. Mais en fait, à l'école, on a appris ce sigle, et puis on a appris que c'était important, qu'un pays allait bien quand il était très important. Mais en fait, est-ce qu'on nous a expliqué qui a construit le produit intérieur brut ? Qui, après la Seconde Guerre mondiale, a décidé de créer cet indicateur, et cet indicateur qui, en fait, a dirigé, a vraiment fait de la reconstruction de l'après-guerre une ligne directrice où il fallait que ça augmente, ça augmente, ça augmente. Et donc, on le sait aujourd'hui, par exemple, quand il y a une marée noire, c'est très positif pour le produit intérieur brut, puisque ça va mobiliser de l'économie, ça va créer de l'emploi. C'est assez paradoxal. Et donc, voilà, en fait, moi, ce que j'aime bien dans les datas, c'est plutôt de regarder derrière les datas cette construction pour se dire qu'en tant que citoyen, on n'a pas besoin d'avoir un bac scientifique pour tout d'un coup les regarder et se dire d'où ça vient, qui a construit ça, pour faire quoi. Et finalement, cet esprit critique nous permettrait, je pense, de, par exemple, regarder les sondages d'un autre œil, si on les regardait en sachant comment est construit un sondage, comment est financé un sondage, pourquoi on fait telle ou telle méthodologie. Donc, il y a plein d'exemples sur lesquels je pense que voilà, les citoyens devraient regarder un peu plus précisément pour se réapproprier la data. Pour moi, c'est une forme... alors, je n'ai que le mot anglais qui me vient là, mais je sais que tu es très fort dans la poésie française. Pour moi, c'est un empowerment. En fait, c'est une façon de reprendre le pouvoir sur ces données, de mieux les comprendre. Alors, de fait, les Québécois ont proposé une belle traduction empowerment par l'empuissantement. Je savais que tu aurais... Non, mais je trouve qu'il y a encore plus joli, c'est l'empouvoirment. Je trouve qu'il y a quelque chose de l'ordre de l'intention et de la manière d'y arriver.
C'est de la langue des oiseaux un peu. Quand tu parles des sondages, si on avait la connaissance de qui les a financés, de comment, là, en termes de méthode, est-ce que ça relativiserait ce qu'ils nous disent ? Ça, j'en suis assez persuadée, oui. Si par exemple on nous racontait comment la formulation d'une question change toute la façon dont on y répond, tout d'un coup, oui, on ne regarderait pas juste le résultat du sondage, qui est souvent en plus hyper synthétisé. On regarderait un peu la façon dont la question a été posée et qui a peut-être induit une réponse. Si on savait effectivement la façon dont on était financé le sondage, qui l'a demandé, qui l'a construit, oui, je pense qu'on les regarderait autrement. Après, ça ne veut pas dire qu'on n'a pas besoin de sondage. Ça veut dire qu'on y appliquerait un filtre critique qui nous éviterait peut-être de propager parfois des faits un peu réducteurs et rapides. Ou des biais. Et des biais, bien évidemment. Conscients ou instrumentalisés. Alors comment ça fonctionnerait cette formation aux data ? Déjà, pour qui ? Pour les citoyens ? Tous les citoyens ? Les enfants ? Qui ? Alors moi, j'aimerais que ça soit, oui, quelque chose de l'ordre général, mais s'il fallait commencer, je me dis qu'il y a un endroit où on passe tous. On en parlait en introduction, c'est l'école. Et à l'école, pour moi, je le vois, c'est pas dans le cours de maths, c'est dans l'éducation civique. Parce que finalement, cette connaissance de la donnée, c'est ce qui fait qu'en tant que citoyen éclairé dans un monde qui est, inondé de data. Je parle aussi d'un monde par rapport à l'éducation civique que moi j'ai reçue il y a un certain temps. L'éducation civique doit avancer avec le monde dans lequel les citoyens évoluent. Et aujourd'hui, on parlait des données que l'on donne aux plateformes sans parfois s'en rendre compte, mais il y a aussi ces données qui nous entourent. On l'a vu avec cette pandémie, le gouvernement nous a diffusé de façon assez transparente et pour la première fois un grand nombre de données. Je pense qu'en tant que citoyen, c'est bien aussi d'essayer de les comprendre pour éviter les emballements qu'il y a pu y avoir sur telle ou telle information. Donc effectivement, je pense que l'école pourrait être un creuset vraiment important pour et puis moi je trouve qu'un citoyen où à l'école on l'a sensibilisé à la lecture des sondages, finalement aussi au fait qu'une donnée est politique, ça éviterait aussi de prendre parfois ces chiffres pour vérité venue de je ne sais où, et vraiment d'avancer dans la vie du XXIe siècle, voire du XXIe. Avec, oui, un esprit qui fait que ces données qui m'entourent, je les regarde comme une construction sociale et politique. Va pour l'école. Alors, t'as quoi mardi ? Mardi, j'ai cours avec Madame Bastien, j'ai cours de data. Cool. Et qu'est-ce que tu vas y faire ? Alors, on va y faire. On va, peut-être qu'on pourrait commencer par regarder ces grands indicateurs qui dirigent nos vies. On pourrait regarder, tout à l'heure j'ai parlé du PIB, mais on pourrait regarder aussi, on n'en a pas encore parlé dans tout ça, je mets aussi la question des algorithmes, puisque les algorithmes sont un calcul qui est fait sur des données. Donc par exemple, on pourrait se dire et s'intéresser en tant que citoyen aujourd'hui comment sont faits des algorithmes, par exemple celui de Parcoursup, comment sont faits les indicateurs des grandes écoles. Qu'est-ce qui fait qu'on me dit que tel endroit est mieux que tel autre selon le énième classement de ? Parce que tous ces classements qui paraissent dans les médias, en fait, si on les déconstruit, on se rend compte, je ne dis pas qu'ils sont faux, je dis juste que c'est intéressant de voir par quoi a été guidé ce classement. Qu'est-ce qui fait qu'on me dit que telle école ou telle école est meilleure qu'une autre ? Et puis, je pense que j'essaierai surtout de se dire que c'est pas juste de la... Là encore, je suis désolée, j'utilise que des termes anglais, mais je crois qu'on dit... je dirais naturellement la data literacy. Je crois que on pourrait dire l'acculturation à la donnée. Pour moi, je dirais que ça, c'est une culture générale. Et puis d'abord, après, parce que moi, je suis plutôt quelqu'un de l'action, c'est qu'est-ce que je fais avec cette acculturation à la donnée ? Et là, en fait, il y a plein d'exemples où les citoyens se sont réappropriés la donnée. Je reviendrai sur un sujet qui n'est pas facile non plus, mais par exemple, si on regarde le travail qui a été fait depuis quelques années sur les féminicides, si on remet un peu l'historique, c'est
des citoyens engagés, des citoyennes engagées, via une association et des journalistes qui ont comptabilisé les femmes décédées sous les coups de leur conjoint. Parce que ce n'est pas une donnée qui administrativement était identifiée. C'était bien sûr comptabilisé, mais on va dire dans des décès, et pas identifié spécifiquement. Et ce travail citoyen de comptabilisation, avec ses imperfections, a permis de créer une réalité. Donc aujourd'hui, les citoyens peuvent créer des indicateurs. Moi, c'est ça qui me passionne, parce qu'à partir du moment où on va créer des indicateurs sur peut-être des faits sociaux ou des faits écologiques qui ne sont pas pris en compte aujourd'hui par la culture administrative, par les indicateurs scientifiques qui existent depuis des années parce qu'ils sont nouveaux, parce qu'en fait, ils sortent du radar, là, le citoyen fait une action qui est une action de recueil de données et de création d'une nouvelle information et qui peut ensuite exister dans l'actualité et puis devenir un fait sur lequel un gouvernement, un pouvoir, une localité peut agir. Je reviens sur un mot que tu as mis, ça crée une réalité. Moi, j'avais l'illusion, avant de te connaître, que ça mettait en lumière quelque chose qui avait été oublié. Mais non, en fait. Ce qui ne se compte pas ne compte pas dans notre société. C'est assez étonnant, mais c'est comme ça. Et donc, mettre un chiffre, alors qu'avant on avait l'esprit et la lettre, ça permet de créer des nouvelles réalités. Donc moi, j'ai compris la puissance de ce que tu fais, notamment de mettre le beau au service de l'utile, mais aussi de montrer la démesure grâce à la mesure. Et je trouve que dans les humanités du XXIe siècle, mettre le chiffre aux côtés de l'esprit et de la lettre, c'est ça pour moi qui me paraît être une idée vraiment, je ne sais pas si c'est novatrice, mais en tout cas nouvelle. Donc dans tes cours de data, de Madame Bastien mardi, il y aura qu'est-ce que l'algorithme qui le produit, il y aura, j'imagine aussi, quelles sont les données que je laisse, moi, dans la classe, dans la vie, avec mes parents, avec mes amis. C'est important de savoir ce qu'on laisse comme traces, et si on veut donner des traces, qu'on le fasse en conscience. Oui, et il faut remarquer, il faut toujours voir le côté positif. Il y a beaucoup de choses qui évoluent, notamment si vous arrivez aujourd'hui sur un site qui... on va dire, respecte la réglementation. Vous avez ce petit bandeau qui vous énerve régulièrement, qui vous demande si vous acceptez par exemple les cookies. Et là, vous avez le choix, donc on est bien en conscience, de les accepter ou pas, et donc de laisser des traces ou pas. Après, voilà, il y a encore beaucoup à faire en termes de réglementation, mais oui, il y a une sensibilisation. Tu as parlé tout à l'heure de ce documentaire The Social Dilemma, je garde le titre anglais, qui est vraiment à voir. Il y a eu quand même d'autres travaux documentaires, des livres, etc. Donc on ne peut pas dire non plus qu'il y a une absence d'information sur ce sujet. Et effectivement, il faut que chacun s'en empare. Après, on va nous répondre, oui, mais du coup, comment on fait quand on est aussi peut-être addict à certains réseaux sociaux ou voilà, on ne nous demande pas trop ce qu'on souhaite laisser. Donc voilà, il y a encore beaucoup à faire. Peut-être de nouveaux outils à mettre en place, peut-être citoyens, peut-être par d'autres voies. Donc voilà, laissons un peu les années à venir nous faire des propositions ou être force de proposition. Et je pense que le fait que les citoyens aient cette formation potentielle à la data, on a parlé de l'école, mais voilà, si on élargit, parce que j'aimerais que ça soit quelque chose de beaucoup plus large que ce creuset de l'éducation, je pense qu'à travers les associations, des ONG, dans nos quartiers, on pourrait avoir cette sensibilisation à la donnée. Et il y a déjà quand même beaucoup de choses qui sont faites. Je pense notamment à cette association de citoyens qui est incroyable, qui s'appelle Regard Citoyen, et qui utilise de la donnée qu'on appelle en open data, donc c'est de la donnée publique qui a été mise à disposition, et ils en font des outils de lecture, de la politique, etc., qui sont déjà extraordinaires. Donc voilà, il y a quand même beaucoup de choses qui se passent. J'imagine les cours d'atelier, surtout avec les enfants, on pourrait leur rappeler, leur apprendre qu'ils peuvent mettre leur écran en gris, et pas seulement en couleur, puisque comme des designers ont savamment pensé le fait d'exciter tous nos sens, y compris dans la couleur, le fait de juste passer en gris notre portable nous invite à l'utiliser un peu moins également. Les raisons d'y croire à cette idée ? Les raisons d'y croire, c'est toutes ces initiatives. Je parlais à l'instant de regard citoyen, mais il y a énormément d'initiatives. Si on regarde ne serait-ce que le domaine de la science participative, c'est-à-dire cet appel du monde scientifique aux citoyens pour
compter les fleurs, compter les papillons durant un week-end, etc. Ça a l'air complètement hallucinant, mais c'est grâce à cette comptabilité que l'on fait via ce téléphone portable. Donc c'est là où en fait cet outil, il est à la fois totalement ambivalent, c'est-à-dire qu'on lui laisse des traces et en même temps, ça peut être un capteur complètement incroyable. On télécharge l'application de l'opération de comptabilité, imaginons, je reste sur mes histoires de papillons, et tout d'un coup, en fait, vous voyez un papillon, vous cliquez sur cette appli et votre donnée va rejoindre une immense base, et c'est grâce à ça que les scientifiques peuvent mesurer, par exemple, la perte de biodiversité. Donc pour moi, la science participative, par exemple, c'est un acte de données citoyennes qui remonte à la science, et en gros, sans cette participation citoyenne, les chercheurs ne pourraient pas, bien sûr, avoir cette traçabilité sur tout le territoire. Donc on voit bien qu'il y a plein de choses qui se passent au niveau data et citoyen. Donc le Muséum d'histoire naturelle, puisqu'on a parlé de lui, vous offre gratuitement à celles et ceux qui veulent en faire bon usage, PlanteNet, moi que j'utilise régulièrement pour savoir juste est-ce que c'est un hêtre, est-ce que c'est un chêne, est-ce que c'est un merisier. Eh bien, vous avez juste qu'à sélectionner l'image et la base collaborative de tous ceux qui avant vous ont pris des photos de hêtres, de chênes et de bouleaux vous dira bien l'essence de tout ça. Dans le monde des fake news dans lequel on est, qui est en train de structurer en partie peut-être l'élection américaine et malheureusement pas qu'elle, est-ce que cette éducation à la data pourra engendrer quelque chose de différent que de subir finalement cette marée d'infobésité généralisée ? La question est difficile parce que aujourd'hui, il y a quand même une avance très forte de la part d'un certain nombre de personnes qui ont compris le fonctionnement de ces algorithmes et en jouent. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, il y a des organisations qui, en analysant la fonction dont les algorithmes travaillent, vont propager énormément d'informations, savoir exactement comment les diffuser pour créer ces bulles de filtre dont on parlait et qui ont clairement une influence, on le sait, sur la dernière élection américaine, sur les élections européennes aussi. Nous ne sommes pas du tout exempts de ça, mais c'est vrai qu'au niveau américain, il y a une sorte de chose un peu paroxystique. Donc c'est vrai que j'ai l'impression qu'on a quelques trains de retard, justement, parce qu'en fait, on n'a pas pensé, on a tout fait pour qu'on ne pense pas à la data, en fait. On a fait comme si c'était quelque chose qui était indu, parce qu'on nous donnait quelque chose de gratuit. Et puis, en fait, sans nous sensibiliser à ça, eh bien, finalement, on a été dans une position un peu de consommateur. Et un citoyen, pour moi, c'est un acteur. C'est pas juste quelqu'un qui va voter. Je pense que la citoyenneté, c'est des efforts, en fait. On n'aime pas trop ce mot-là. Mais le fait est que c'est pas quelque chose de passif. Donc ce manque de culture de la donnée, je pense qu'on a beaucoup de trains de retard par rapport à ceux qui ont très bien compris comment ça marchait, qui l'utilisent et qui manipulent. Donc oui, là je suis un peu négative, mais je pense qu'on a énormément de retard et donc du coup ça va demander du temps. Comment on fait justement pour juguler ce retard, pour se remettre dans l'air du temps, voire avoir un coup d'avance? Comment on fait pour aller plus loin, pour développer cette idée? Je pense qu'il faut commencer très rapidement. Alors ça peut être, on parlait de l'école, mais peut-être qu'en fait il faut utiliser ces fameux outils du web et se mettre à agir. Là par exemple, il y a quand même plein d'actions où on peut, qui existent. Donc là, je ne parle pas d'un futur lointain. Là, il y a par exemple le New York Times avec un autre média américain qui ont demandé à plusieurs milliers d'Américains d'accepter de poser un mouchard, mais là volontairement, un fameux cookie, sur les vidéos YouTube qu'ils voient, de façon à comprendre l'algorithme de YouTube. Donc je pense par exemple que cet investissement des médias, on parlait de la défiance envers les médias. Je trouve qu'il y a une nouvelle génération là, à l'intérieur des médias, de journalistes sensibilisés à la donnée, aux algorithmes, qui ont décidé d'enquêter sur une réalité, celle
de la data, celle des algorithmes. Donc finalement quelque chose qu'on pensait qui nous était imposé, sur lequel on ne peut rien faire. Si déjà on va les comprendre, on va les déconstruire, et puis après on verra quelles propositions on peut faire. Mais aujourd'hui c'est vrai que ce sont des boîtes noires, et pour les comprendre, on a besoin de nous tous. Nous, lecteurs, internautes, il faut accepter finalement, je parlais de la science participative, c'est quelque chose finalement du même ordre, on accepte que ces données de connexion, là, ne remontent pas que à YouTube, mais remontent à des journalistes spécialisés qui vont nous aider à déconstruire en fait ces algorithmes pour mieux comprendre comment ils ont été construits, qu'est-ce qui fait que telle ou telle vidéo remonte, etc. Donc ça, c'est des choses très concrètes qui existent. Et puis là, une autre opération dont je me permets de parler, parce que We Do Data en est partenaire, mais il y a Médiacité, qui est un média indépendant, présent sur plusieurs villes de France et qui travaille vraiment un journalisme d'investigation en profondeur, qui pour la première fois propose une opération collaborative avec les citoyens. Et pendant les 6 années qui viennent, donc on est vraiment dans du temps long, vous propose à chaque conseil municipal de décortiquer toutes les délibérations des conseils municipaux de façon collaborative. Une rédaction seule n'y arriverait pas, parce qu'un conseil municipal, c'est des dizaines et des dizaines de décisions financières, d'implantation, enfin voilà, il se passe beaucoup de choses dans un conseil municipal. Et voilà, cet énorme document qui sort de façon régulière, un journaliste, même une rédaction n'y arriverait pas. Donc là, on propose en fait, si vous habitez Nantes, Toulouse, Lille, etc., dès qu'une délibération est votée, vous obtenez le PDF et en fait, vous nous aidez en fait, via un formulaire à décrypter toutes les décisions, et tout ce décryptage collaboratif et citoyen va remplir une base de données qui va nous permettre de faire un suivi jamais vu sur les principales villes de France. Et ça, c'est de la donnée citoyenne et c'est de la donnée collaborative. Merci Karen, se réapproprier les données pour donner à l'avenir une autre trajectoire. Je vous propose de prendre une grande inspiration. Je vous propose un voyage dans le temps. Je vous propose de nous retrouver en 2040 et de dépasser le temps d'une expérience de pensée, le « c'est impossible » par « c'est fait » et voilà ce que ça a changé. Nous sommes au début de l'automne 2040. Je suis venu te rejoindre, Karen, au bord de la mer en Bretagne. Nous sommes à Roscoff, plus précisément, puisque c'est là que tu as décidé de te retirer après une vie professionnelle intense. Il fait beau, comme toujours en Bretagne depuis une dizaine d'années, et on aperçoit au loin la petite île de Batz, paradis des oiseaux comme des poissons. Toi qui as été passionné par les datas dès le début de ce siècle, tu as porté de nombreuses initiatives qui, aujourd'hui en 2040, semblent comme des évidences. Pourtant, derrière ces 4 lettres, data, qui veut dire chose donnée en latin, quel monde ? Celui des données, justement. Celles que nous engendrons à travers nos activités connectées, celles que nous libérons aussi, que l'on soit un individu, une institution publique ou une entreprise privée. Pionnière, tu as cherché à faire comprendre que ces données n'étaient pas uniquement des flux qui nous dépassaient, qui ne concernaient que des experts, mais bien au contraire, qu'il s'agissait de biens communs, de construction sociale et politique, de véritables leviers pour mieux comprendre le monde et agir dessus. Il a fallu donc se réapproprier ces datas, les déconstruire pour mieux les comprendre, les remettre dans les mains des citoyens. C'était véritablement l'or noir, le carburant des algorithmes qui décidaient de nombreux aspects de nos vies dans tous ces recoins. La prise de conscience a été soudaine, mais la réappropriation, elle, a pris beaucoup plus de temps. Beaucoup de personnes y ont contribué. La mobilisation d'associations citoyennes comme Regard Citoyen, unissant citoyens et statisticiens par exemple, ou encore la mobilisation du monde de l'open data, qui œuvrait déjà à une plus grande transparence des données publiques, ou celle encore de l'Alliance des data journalistes, qui ont poursuivi leur travail de pédagogie au-delà de leurs médias respectifs, et leur persévérance a payé, car ils ont finalement réussi à créer une plateforme d'utilité publique pour décrypter les sondages et les grands indicateurs mondiaux. L'introduction à l'école de la littératie des données a ensuite été une étape essentielle. Elle a permis de toucher tout le monde, l'éducation nationale ayant compris qu'on avait là une matière essentielle pour le citoyen éclairé du XXIe siècle. Je me rappelle bien sûr des difficultés dont tu témoignais régulièrement, celle de la peur instinctive de beaucoup face aux chiffres, ou les freins posés par les GAFAM,
les Batix et autres Natou, qui avaient tout intérêt à ce que leur algorithme reste opaque. Mais les amoureux des données, qui étaient pléthores, ont été plus forts. Et la data a fait naître bon nombre de nouveaux métiers, ainsi qu'une nouvelle génération forte d'un nouvel état d'esprit. Aujourd'hui, quand nous nous retournons sur le chemin parcouru, je repense à quelques initiatives que tu suivais à l'époque comme des signaux faibles annonciateurs. Le projet « Le dernier qui quitte l'avenue éteint la lumière », par exemple, des anciens Nolumènes qui avaient mis en place un décompte citoyen des éclairages nocturnes des magasins et avaient évalué le coût écologique et économique en direct. Le scandale a été tellement énorme que la pratique a été stoppée net. Il y eut aussi une mobilisation citoyenne autour des relevés atmosphériques. Cela a permis d'installer un réseau de mini-capteurs créés via des imprimantes 3D, transformant chaque foyer en un site de recueil sur les microparticules. Cette précision des données a permis d'influencer fortement les politiques locales en termes d'infrastructures routières et d'implantation industrielle. Jamais les scientifiques n'avaient pu bénéficier d'une couverture du territoire aussi grande, aussi fine et aussi rigoureuse. Je me souviens enfin de la première plateforme de décryptage collaboratif, un fact-checking citoyen qui permettait de mettre à jour et de dénoncer les différents biais engendrés par ces algorithmes. Et surtout cette étape majeure, quand, face à la puissance qu'avait prise cette contre-expertise citoyenne, les grandes compagnies ont accepté d'intégrer des citoyens dans le process de création de leur algorithme. Vous y étiez enfin arrivés. Mais la data est-elle le poisson-lune ? Elle ne cesse jamais de croître, prenant toujours plus de place au sein des institutions et dans tous les domaines d'activité. On parle beaucoup de la gouvernance par les données. Il est donc important de rester vigilant. Toi qui cultives désormais ton jardin, dans une Bretagne dont le ciel a la couleur de tes yeux, je te vois garder un œil alerte sur ce continent de data, continent à la croissance exponentielle qui peut, si nous le souhaitons, favoriser une plus grande justice sociale, économique et écologique. Merci beaucoup d'avoir écouté ce podcast. Merci à l'équipe technique, à Carole Babin-Chevet, ma co-autrice des Uchronies, et à l'équipe de CQFD.io. Si vous voulez en savoir plus sur le monde de demain et les initiatives à l'œuvre ici et maintenant, rendez-vous sur le site des éclaireurs de Canal+. On se retrouve très vite pour un nouvel épisode, et si vous voulez partager ce moment avec nous, n'hésitez pas à vous abonner. À très bientôt.